Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances ont élevées, les tendances ont élevées. Entendez-vous en nos campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras. Des morceaux de lambeaux de peau de la partie qui avait été amputée. Bon, bref, ce sont des protocoles compliqués. Mais au début, il n'y a pas de protocole. Donc vous avez des soldats qui arrivent à Tours dans les trains avec des membres qui sont pourris. Pourris, et donc certains en meurent, bien évidemment. Et donc les civils doivent s'occuper. La population civile, à qui on a dit que la guerre serait finie, allez, fin août, début septembre, ben la guerre n'est pas finie. Et la guerre, soi-disant qu'ils ne tuaient pas, soi-disant que les Français étaient très forts, la guerre est à 60 km de Paris au mois de septembre. S'il n'y avait pas eu Gallieni, ce taxi de la Marne, il n'y aurait eu le taxi, il n'y a pas que ça qui permis de gagner la bataille, Paris était allemand dès la fin de septembre. Au mois de septembre, les Allemands sont à 60 km de Paris. Et on continue à dire aux Français que la guerre va être gagnée. Que, bon, finalement, les Allemands subissent de lourdes pertes. Les Français aussi, 2000 morts par jour. Alors les civils commencent à enterrer progressivement leurs morts à mesure qu'on avance dans le mois de septembre, octobre. Et puis la guerre avance. On s'aperçoit très rapidement que les femmes ont leur front. Hommes et femmes, chacun son front, en quelque sorte, dès 1914, dès la fin de 1914 et le début de 1915. Et on voit ainsi des civils qui, en fonction de leur proximité avec le front, vont subir des quotidiens assez différents. Les Français qui sont loin du front subissent le deuil, bien sûr, de leurs proches, essayent d'envoyer des colis aux poilus, des chaussettes pendant l'hiver, etc., du VIX, le VIX, dont on pensait qu'il était capable de guérir toutes les maladies sur le front, et malheureusement c'était juste un tout petit pansement pour dégager le nez déjà à l'époque, mais qui n'empêchait pas les gars de mourir de pneumonie à tour de bras. On oublie que la tuberculose, dès le début de 1915, commence à frapper un certain nombre de soldats. La tuberculose, ce n'est pas un signe de bonne santé, ce n'est pas un signe de richesse non plus. D'ailleurs, autre fait qui n'est pas connu, grâce à l'Institut Pasteur, j'ai pu constater qu'en 1919, au moment de la grippe espagnole, à Paris, dans le 19e arrondissement, la peste est réapparue en France. Elle a touché une trentaine d'années. La peste avait disparu depuis la dernière peste de Marseille en 1720-1721. Elle est réapparue à la fin de la guerre parce que la population était fatiguée, paupérisée par la guerre, bien évidemment, par des premiers rationnements, car il faut savoir que les civils ont subi aussi des rationnements alimentaires, surtout ceux qui habitaient en ville, à partir de 1916-1917. D'ailleurs, il y a eu une première carte de pain qui a été instaurée en France, ça a déjà été fait en 1870 pendant la guerre contre les Prussiens. Les premières cartes de pain de la Grande Guerre, c'est 1917, mais il y avait déjà depuis 1916 en France des jours sans pâtisserie. C'est-à-dire que les pâtisseries et les boulangeries devaient fermer le mardi, fermer le jeudi, des jours sans viande, des jours sans ceci, sans cela. Donc parce que la guerre a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Pensez que l'armée française avait prévu, je l'ai dit tout à l'heure, aucune permission. Les premiers soldats qui rentrent chez eux ne peuvent rentrer chez eux qu'en juin 1915 seulement. Juin 1915, parce qu'aucune permission n'avait été prévue, puisque la guerre n'avait pas duré longtemps. Donc les civils, souvent, ont attendu, et les femmes ont attendu leur mari pendant 1 an, les enfants, leur papa, pendant 1 an. Peut-être que les jeunes ne vous rendez pas compte ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant 1 an, il n'y a pas de vie conjugale. Il y a, pardon de dire ainsi, crûment, c'est partie de la réalité de la vie, il n'y a pas de vie sexuelle. Il n'y a pas d'intimité, il n'y a plus de tendresse. Or, vous croyez que ces gens-là étaient moins amoureux et avaient moins de formes explicites d'amour pour lui? Pas du tout. Quand vous lisez certaines lettres, ils sont obsédés, les hommes et les femmes sont obsédés à l'idée de se retrouver pour se réchauffer, s'enlacer, faire des enfants, évidemment. Dès que beaucoup de gars, dès qu'ils rentraient en permission, il y avait souvent un enfant en bout. Finalement, c'était une sorte de sursaut de vie par rapport à la mort. Alors ces permissions ont été bien sûr bienvenues, c'était délicat. Un certain nombre de soldats qui revenaient découvraient que leur femme avait peut-être des fois un amant aussi, donc il y a eu des histoires terribles, des histoires
d'adultère, de meurtre. Les gendarmes ont eu beaucoup de travail, l'histoire de rixes entre des poilus qui revenaient et des hommes qui, eux, n'étaient pas allés faire la guerre et qui étaient dans le lit de leurs femmes. C'est une obsession. Dans les lettres des poilus, l'obsession que leurs femmes puissent se tromper, elle revient dans toutes les lettres. Ça dit ce qu'on oublie souvent, un petit peu. Alors les maris, quand ils écrivent, souvent, évidemment, passent au dessin, mais on sait que derrière le fond, il y avait énormément de prostituées qui permettaient à beaucoup d'hommes, il faut dire, de tenir le coup et d'avoir une vie sexuelle au moment des repos, au moment des retours vers l'immédiat après-front, en quelque sorte. Bref, il y a deux mondes qui vont connaître l'histoire parallèle. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez l'histoire des civils, de côté, l'histoire des militaires. Alors, parfois, ces histoires se croisent, par honnêteté, par probité, par morale. Et puis, il y a des histoires clandestines, beaucoup d'histoires clandestines. Les hommes de leur côté, les femmes de l'autre. Tout ceci aussi va compter énormément au moment du retour de la guerre. Revenir dans son foyer a été souvent extrêmement douloureux pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants quand il y a eu de la violence, de l'alcoolisme. Alors on le voit, vous voyez, la guerre, ce sont des civils en exode, des civils réfugiés. Ce sont des femmes qui doivent, pour beaucoup, prendre la place de l'homme, tout en restant mère. Alors, aussi, une fausse idée. On a souvent entendu dire, les femmes ont commencé à travailler pendant la Grande Guerre pour remplacer les hommes, il n'y a rien de plus faux. Dans les campagnes, les femmes ont toujours travaillé. Dans le monde rural, les femmes ont toujours travaillé. En revanche, les femmes de la bourgeoisie, dans les villes, ont dû beaucoup travailler pendant 4 années, notamment dans les administrations, dans les usines de munitions. On oublie qu'il y a un certain nombre de femmes, notamment des classes moyennes et de la bourgeoisie, qui sont mortes dans les usines de munitions, blessées ou bien intoxiquées par les produits chimiques qui existaient dans les usines d'obus. Ça, on ne sait pas combien elles sont à mourir, mais elles sont très nombreuses quand on regarde les archives de l'assistance publique et les hôpitaux de Paris. Donc ces femmes de la bourgeoisie ont souvent un mari qui était médecin. Elle avait une belle vie, et du jour au lendemain, elle licencie les domestiques. Et vous voyez dans la presse, dans les journaux de 1914-1915, plein d'anciennes domestiques qui cherchent du travail. Elles ont été licenciées parce que le mari qui est médecin n'a plus d'honoraires. Il a juste sa solde au général d'officier, qui évidemment est très inférieur à ce qu'elle gagnait auparavant. Et le niveau de vie n'est plus du tout le même. Et avoir une domesticité coûtait quand même relativement cher. Donc vous avez une société qui se déstructure, des civils qui doivent réapprendre à vivre, à repenser et l'alimentation, à repenser leur couple, à repenser leur famille. Alors bien sûr, pour certains civils qui n'ont pas pu s'échapper, eh bien, ils vont faire partie à l'est des régions occupées. On peut dire qu'à l'époque, il y avait une France libre, allemande, et qu'il y avait une France occupée. Quand les Allemands ont reflué après la victoire de la bataille de la Marne des Français, eh bien, les Allemands sont quand même restés dans près de 8 départements. 2 500 000 Français ont été occupés pendant 4 années. 2 500 000 sont partis, ça fait déjà 5 millions de civils qui subissent un sort différent des civils de Progny-sur-Claise qui déjà vivent la douleur du deuil, la douleur de la séparation, de la guerre, des privations aussi qui commencent assez tôt en 1915. 8 départements vont être pris dans ce que j'appelle la nasse de l'occupation. Et les Allemands vont tout piller, absolument tout piller, jusqu'au latte des parquets, jusqu'au chamis, c'est-à-dire jusqu'au moindre lit, moindre sommier. Pourquoi? Parce qu'il faut penser qu'en Allemagne, les civils mouraient de faim pendant la guerre. Il y a eu très peu d'études, malheureusement, y compris en Allemagne, sur les civils allemands pendant la Grande Guerre et pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, il y a un trou à combler, c'est vrai qu'il faut faire des recherches, mais il faut aller en Allemagne, il faut lire l'allemand couramment. Eh bien, en Allemagne, on sait que les familles des soldats allemands mouraient de faim. L'Allemagne s'appauvrissait considérablement à faire la guerre. Et donc, beaucoup ramenaient tout ce qu'ils pouvaient chez eux au moment des permissions. Et puis, notamment à Lille aussi, un certain nombre d'hommes, de femmes ont été déportés. On peut dire qu'il y a les premiers phénomènes de migration forcée, déportation notamment de Lilloises, de Lillois pour aller travailler en Allemagne. Et notamment, on sait qu'il y a eu des excès du côté allemand, puisque un certain nombre de jeunes femmes de Lille ont été envoyées en Allemagne pour se prostituer, mais évidemment pas volontairement, pour être forcées à se prostituer dans des bordels. Donc il y a eu ces phénomènes-là aussi. Donc il y a des civils français qui ont subi un sort particulièrement atroce.
Pensez que l'occupation allemande en France en 14-18, dans ces 8 départements, a été bien plus terrible, pardon pour cette comparaison, que l'occupation de la moitié de la France, puis l'ensemble de la France en 39-45. Ces gens-là ont absolument tout perdu. Pensez qu'en 1919-1920, très peu d'hommes politiques sont allés leur rendre visite. Si, Poincaré, Lorrain, on a retrouvé l'Alsace et la Moselle, mais ces Français-là, y compris en Alsace-Moselle, qui étaient occupés pendant 40 ans, et y compris ces 8 départements où les civils ont connu les Allemands pendant 4 ans, peut-être chez eux, eh bien, dans ces régions-là, les habitants ont l'impression d'avoir été oubliés dans la France. Ils parlent de la France, comme si c'était un pays étranger. La France nous a oubliés. Donc, il y a beaucoup de plaies béantes entre les Français, à la fin de la guerre, entre les militaires et les civils, les hommes politiques et les militaires, les hommes politiques et une partie des civils. Car les civils n'ont pas leur mot à dire, n'ont jamais eu leur mot à dire, le pays est dans l'ordre. Et le pays est calme. Bien sûr, il y a quelques manifestations de CGTistes au début de la guerre, mais très peu. La France avait prévu un fichier pour arrêter tous les activistes, tous les révolutionnaires. Ce fichier qu'on appelle le carnet B, il n'a jamais été vraiment activé. Quelquefois, ici ou là, mais jamais réellement activé. Bref, la France, ce sont des civils qui connaissent des privations, des pénuries. À Paris, notamment, les pénuries alimentaires commencent dès 1915. Quand on regarde les archives de la préfecture de police de Paris, on peut voir tous les prix des aliments qui étaient vendus sur les marchés. Et on s'aperçoit que les commerçants, certains en profitent pour augmenter démesurément les prix, très très vite. Ce qui appauvrit une partie des Français. D'ailleurs, à l'époque, on commence à parler des nouveaux pauvres et des nouveaux riches en France. Ceux qui se sont enrichis grâce à la guerre, les industriels qui se sont enrichis à faire des uniformes. Ceux qui ont vendu leur ravitaillement en ville se sont enrichis en augmentant les prix. Tout ceci représente une réalité tangible, quotidienne pour les Français. Et ces femmes françaises racontent avec leurs enfants au poilu quelle est leur réalité. Mais le poilu, il est pris par ces combats. Et les femmes françaises, les gens qui sont à l'arrière n'osent pas trop dire leurs difficultés, parce qu'ils savent qu'au front, c'est sans doute bien pire. Et d'ailleurs, toute la presse le dit, c'est pire, c'est catastrophique. Il y a des photos qui sont notamment montrées dans les journaux. Par exemple, il y a une photo qui va faire le tour du monde, je vais vous la montrer tout de suite. Alors, pas celle-ci, ça c'est une photo, on voit, excusez-moi, je règle la mire, comme on dit. Là, ici, c'est une photo de réfugiés, de civils qui s'en vont, qui fuient les Allemands. Alors, on a un autre cliché que je voudrais vous montrer. Évidemment, je le trouve. Bon, je le trouverai tout à l'heure. Alors, ici, vous avez, j'en profite pour vous montrer que beaucoup de femmes, notamment des classes moyennes de la bourgeoisie citadine, travaillent dans des usines d'armement ou bien dans des usines textiles, remplacent les hommes. On verra d'ailleurs que les femmes, tout à l'heure, ne se sont pas toujours laissées faire et laissées exploiter, vous verrez pourquoi. Et puis, ici, j'en profite aussi pour vous montrer un Allemand qui a installé son bureau dans une famille française. Donc, il y a eu, on sait dans la zone occupée française, des phénomènes qu'on a rencontrés dans la Seconde Guerre mondiale, qu'on rencontrera plus tard dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des phénomènes d'accommodation. La population n'avait pas le choix. Donc, elle devait travailler, entre guillemets, avec les Allemands. Certains sont allés plus loin. Certains ont collaboré. Il y a eu une épuration, on le sait peu, dans les départements occupés après la guerre, avec les tontes. Les tontes, ça n'est pas l'apanage seulement de la Seconde Guerre mondiale. Il y a déjà eu des tontes de femmes qui ont collaboré horizontalement avec les occupants, c'est-à-dire qui ont couché tout simplement avec les occupants. Donc on retrouve des phénomènes là qu'on retrouvera de façon peut-être plus massive encore pendant la Seconde Guerre mondiale. De l'attentisme, de l'accommodation, de la collaboration et aussi de la résistance. Je pense notamment à Louise de Cotigny, qui a été une très grande résistante et qui a tout fait pour saboter l'appareil de guerre allemand dans une partie de l'Est et du Nord de la France. Voilà, ici c'est une photo, alors elle n'est pas très visible, mais la photographie, bien que n'étant pas tout à fait à ses débuts, on a ici la cathédrale de Reims, vous avez vu tout autour, les bombardements ont eu lieu en 1914. Cette photo-là, elle a été vue par tous les Américains qui savaient lire le journal. C'est une photo qui a été publiée avec des textes d'une journaliste américaine qui s'appelle Edith Wharton, et qui a donc fait le tour du monde pour montrer l'anéantissement d'une partie de la France par les Allemands dès 1914. Bon, les Américains, on voit tout de suite, évidemment, la rescousse, ça viendront beaucoup plus tard, dès 1917, et seront vraiment opérationnels sur le front qu'à partir de février 1918. Donc il y a les civils
qui vont connaître les premiers grands bombardements de l'histoire contemporaine de la guerre. Alors les premiers au monde qui ont connu les bombardements de type moderne, ce sont les Américains pendant la guerre de sécession, qui a été un laboratoire de la Première Guerre mondiale. Et ici, ce sont donc des bombardements au canon. Mais à Paris, on a le témoignage ahurissant d'une jeune fille qui s'appelle Marcel Le Rouge, qui habite dans la banlieue parisienne et qui raconte l'attaque de Paris en 1915 par les ballons dirigeables qu'on appelle les Zeppelins. Mais avant les Zeppelins, il y avait ce qu'on appelait les aviateurs donc allemands qui prenaient les avions qu'on appelait les Gotthas ou les Tauben, Tauben ça veut dire d'ailleurs pigeon en allemand, et qui donc bombardaient Paris. Paris était la première ville bombardée par des avions de l'histoire. Avant Londres, Paris a été bombardé. Et alors les premiers bombardements, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos-là, les aviateurs allemands lançaient leurs obus à la main. Donc il y avait une marge d'erreur souvent énorme. Alors les premiers bombardements à Paris font rigoler les Parisiens. Pourquoi? Parce que c'est seulement un bout de trottoir qui a été enlevé, une vitrine qui a éclaté, et puis la propagande s'amuse en disant « Regardez les Allemands, la puissance allemande, elle est à peine capable de détruire un pauvre trottoir. » Mais évidemment, ça marque les esprits, peut-être remettre la lumière si vous voulez, ça marque, merci beaucoup, ça marque les esprits que ces premiers bombardements de l'histoire et de ces photos qui évidemment sont montrés à l'ensemble des Français. Alors, la difficulté pour les civils, ça va être de garder le moral. Et les hommes politiques, pendant la Première Guerre mondiale, vont tout faire pour galvaniser les forces. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, c'est compliqué. Beaucoup de civils commencent à se dire que l'union sacrée, c'est un vain mot. Ce qui est en partie vrai, c'est en partie un mythe, l'union sacrée. Mais surtout, beaucoup de Françaises qui travaillent dans les usines s'inquiètent de faire 10 heures de travail par jour, d'être payés de moins en moins cher et de ne pas nourrir correctement les enfants. Donc vous avez d'ailleurs ces femmes françaises qui achètent les premiers livres de restriction, des livres de cuisine, des livres de restriction, des livres de guerre, pour faire la cuisine, où elles doivent se priver. Le conseil à la mère, c'est tant pis si vous ne mangez pas. Ce qui compte, c'est que les enfants mangent, les anciens mangent, il en reste, etc., etc. Tiens, parlons justement des anciens, avant que de revenir au moral des Français. Les anciens, comme on les appelait, les personnes âgées, comme on dit aujourd'hui. À l'époque, on disait même les vieux. Bon. Les vieux, comme on les appelait à l'époque, c'est pas péjoratif comme ça peut l'être aujourd'hui. Les vieux, en 14-18, beaucoup vont mourir de façon prématurée, choqués par la déstructuration de la société. Il y a une étude qui a été faite seulement au monde sur les conséquences de la guerre sur les personnes âgées, qui a été faite par un chercheur anglais que j'avais rencontré, et il a étudié Paris, Berlin et Londres. Et il constate, en comparant les chiffres de mortalité d'avant-guerre et de la guerre, que les anciens meurent à une vitesse extraordinaire en 1914-1915, meurent beaucoup plus fréquemment et en masse. Pourquoi? Eh bien, son hypothèse, qui est assez tangible, c'est que finalement, les anciens sont choqués de voir autant de cortèges mortuaires dans les villes, dans les villages. C'est-à-dire que, pour beaucoup d'anciens, il est choquant de voir l'ordre, entre guillemets, naturel des choses inversé. Les jeunes meurent plus que les vieux. Ça, c'est un effet aussi sur la vie des civils, qui est très peu connu et qui est également très important. Beaucoup d'enfants, alors aujourd'hui on a l'époque où on s'occupe beaucoup des enfants, où il y a de l'assistance psychologique, sociale, etc. À l'époque, l'enfant il est démuni. Il est démuni face à la photo du père dont on dit que c'est un héros mais qu'il ne verra jamais, qu'il ne l'a pas vu ou qu'il espère peut-être voir. Et des mamans qui doivent essayer de galvaniser les forces. On sait aujourd'hui, c'est très peu étudié mais ça commence à être étudié, on sait aujourd'hui qu'il y a eu d'énormes problèmes psychologiques dans les familles de la part des enfants. Il y a des mères qui sont battues par leurs enfants de 10, 11, 12 ans. Il y a des violences, des troubles du sommeil. Tout ça n'apparaît pas dans les livres. Tout ça, c'est finalement invisible dans les livres. Bien sûr, quand vous lisez Maurice Genevoix, il raconte la vie des poilus sans pathos, sans pathétique, très froidement, mais finalement, il y a aussi l'arrière, il y a aussi les civils, évidemment, il y a toutes ces souffrances. On ne pourra d'ailleurs jamais rendre l'épaisseur de toutes ces souffrances qu'ont subies et les poilus et les civils. Il n'y a pas de poilus sans civils, il n'y a pas de civils qui peuvent aussi continuer à espérer rester français s'il n'y a pas évidemment le combat des poilus. Alors, surtout ce qui va commencer à effondrer le moral des Français et des civils à l'arrière, c'est les premières notes
dans les lettres des soldats, première note de pessimiste. Souvent, les soldats ont tenu à ce coup. Ils racontent la guerre, ils racontent l'horreur, mais toujours avec une certaine pudeur. Et puis, à partir de fin 1916, début 1917, pas mal de soldats commencent à se plaindre de l'inutilité de leur combat. Vous savez, après les combats autour de Verdun, il y en a beaucoup qui commencent à se demander s'ils ne sont pas envoyés pour un suicide collectif. Beaucoup. Et ils commencent à l'écrire. Ils commencent à se dire qu'ils ne reviendront jamais et que même s'ils sont vivants, ils ne reviendront peut-être jamais à la maison parce que personne ne les comprendra. Et là, ça devient un coup moral des civils. Les civils vont prendre un grand coup. Dans les usines, les femmes commencent à se mettre en grève en 1917. Ça va durer jusqu'en 1920. La France est en grève de façon permanente de 1917 à 1920. Les femmes, les munitionnaires et d'autres encore réclament des plus hauts salaires, des conditions de travail meilleures. Alors, elles vont encore plus réclamer ça au retour de la guerre, avant que les hommes reprennent le travail, parce qu'évidemment, il n'y a plus d'obus à fabriquer, il y a moins d'heures de travail à demander. Et puis les femmes vont quand même rentrer chez elles. Au retour de la guerre, au retour des soldats, les femmes, sans rien dire, vont reprendre leur vie domestique. Les hommes sont prioritaires, tous ceux qui sont partis depuis 4 ans de leur lieu de travail doivent reprendre le travail. Donc il y a des femmes qui ont découvert l'émancipation, qui ont découvert l'indépendance, qui ont commencé à tout financer, et qui rentrent dans les foyers sans rien dire, nous dit-on, sans rien dire, pour retrouver, pour laisser à l'homme sa place, celle qu'il avait en 1914. Beaucoup d'hommes qui reviennent sont violents, ou bien absents, ou silencieux, mais silencieux sans être forcément brutaux. Et donc, évidemment, toute la société française a des difficultés à retrouver la paix, notamment. Les exodiens, les réfugiés, vont rentrer chez eux, mais pas tous. Beaucoup vont découvrir qu'ils n'ont plus de maison. Je pense à des familles du département de l'Aisne, dans l'Est. Il n'y a plus quasiment, il y a des villages où il n'y a quasiment plus de maison debout. Il y a des villages qui ont disparu. Il faut penser qu'il y a des évacués, des réfugiés qui vont rentrer, pas dans leur village, mais dans le village voisin. Leur village a été rasé et inscrit dans des zones militaires interdites. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un documentaire pour la télévision, et je suis allé sur le terrain dans certains villages de l'Est qui sont interdits encore aujourd'hui aux civils, qui sont des zones militaires, où il y a des cimetières qui sont là. Il y a des tombes sur lesquelles on ne peut pas aller, des tombes qui avaient évidemment installées là avant la Grande Guerre, donc les familles ne peuvent plus retourner là où leurs aïeux habitaient. Ces villages ont été détruits et n'ont jamais été reconstruits. Et il y a plusieurs dizaines de villages qui sont dans ce cas-là, en France. Alors on comprend que ces années-là, il n'y avait pas de psychologue, pas de psychanalyse, mais l'angoisse était permanente. La société française de l'entre-deux-guerres est une société qui a du mal à se remettre de la guerre. Les civils sont restés souvent à l'écart. Lors des commémorations, regardez un certain nombre de photos de 1919, 1920, 21, et même déjà les commémorations qui ont lieu avant même la fin de la guerre, les femmes sont loin derrière. Quand on les voit, on dit bien aux femmes de ne pas s'exprimer publiquement sur la guerre. Clémenceau, en 1917, tient déjà un discours pour prévenir, en disant, Clémenceau, ce héros de la fin de la guerre, de la dernière partie de la guerre, qui dit, en gros, aux civils et aux femmes, vous avez bien combattu. Il dit aux femmes, vous avez bien combattu. Donc c'est un écho au discours de Viviani 4 ans plus tôt, 3 ans plus tôt. Vous avez bien combattu, mesdames, mais laissez la place aux hommes, en quelque sorte. Laissez la place à ceux qui ont combattu pour la victoire. Clémenceau, avec ce mot-là à la bouche, la victoire. Mais c'est lui aussi qui redonne le moral à une partie des civils dès 1917, lorsqu'il est appelé à la rescousse, au moment où la France est prête à craquer. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en février 1918, quand les Américains entrent en guerre ou sont opérationnels sur le front, je rappelle qu'en février 1918, la France est à -1 de perdre la guerre à ce moment-là. Les Allemands sont persuadés de gagner à ce moment-là, mais les Américains parviennent à aider les Français et les Anglais à retourner la situation. Comme dit une historienne, la guerre a remis tout le monde à sa place. La guerre a remis chaque sexe à sa place. La guerre a remis chaque profession à sa place. J'aime beaucoup ces expressions, effectivement, qui sont assez significatives. La société française a été déstructurée. Elle est ensuite recomposée avec ses fiancés qui ne rentreront jamais,
avec ses maris violents, avec ses divorces qui se multiplient en 1919, 1920. Et en plus, les Français ont dû subir de guerre lasse, ont dû subir la grippe espagnole. La grippe espagnole, c'est une grippe de type H1N1 pour les chimistes et pour les médecins. Cette grippe a été étudiée à fond récemment par l'Institut Pasteur, qui a rendu ses conclusions en 2013. La grippe espagnole a fait 10 millions de morts dans le monde. En France, elle a fait 500 000 morts, principalement des civils, mais aussi beaucoup de militaires, car la grippe espagnole a commencé sur le front. Ce sont les soldats qui, en permission, ont ramené en premier la grippe espagnole. Alors, la grippe espagnole, personne ne savait ce que c'était. Vous savez que dans les journaux de l'époque, les médecins donnaient des conseils, prenez de l'aspirine, achetez du Vaporub, Vicks, et vous serez guéri. Personne ne comprenait ce qui se passait, cette espèce de grande épidémie. Pendant très longtemps, on a émis l'idée que la grippe espagnole avait tué les civils et les militaires, mais massivement les civils parce que les corps étaient fatigués à cause de la guerre. En fait, les médecins disent qu'il n'y a aucun lien aujourd'hui. La grippe espagnole a frappé là, à ce moment-là, et elle aurait peut-être frappé s'il n'y avait pas eu la guerre aussi. Disons que le fait des rencontres entre soldats a vraiment accéléré la promiscuité et a accéléré la diffusion du virus. La grippe espagnole a disparu comme elle est apparue, mais pendant près d'un an, elle a fait des dégâts considérables. Vous regarderez les registres des décès des communes, de beaucoup de communes, il y a une hécatombe. À l'automne, ça commence à l'automne 1918, ça va aller jusqu'à décembre 1919, à peu près. Donc vous avez un pays qui, en 1919, a perdu 1 500 000 soldats, 3 millions de blessés, 700 000 veuves, 800 000 orphelins, 500 000 morts de la grippe espagnole, qu'on a juste compté là récemment. Donc, ils comptent même pour du beurre dans l'histoire. Ils n'ont jamais compté jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Donc, vous voyez, ces civils, il y a encore beaucoup à raconter. Là, ici, j'ai été très synthétique, j'ai simplement, par un vol très panoramique, vu quelques souffrances des civils français. Mais comprenez qu'il y a encore des dizaines de travaux à faire sur les régions, sur les Français, sur l'impossibilité des femmes de retrouver le cadavre de leur mari, sur l'interdiction qui leur a été faite de récupérer les corps, quand bien même une loi a permis cela en 1921. Le jour d'après, on l'a dit tout à l'heure, c'est le jour après la mobilisation. Mais il y a un jour d'après qui est celui d'après la paix, d'après l'armistice, qui est un jour peut-être encore plus compliqué. Finalement, cette guerre n'en finit jamais. Pendant tout l'entre-deux-guerres, on ne voit que les conséquences de la Grande Guerre. Sur les monuments, dans les familles, chez les médecins généralistes, il n'y a que des problèmes. Que des problèmes. Des terres difficiles à cultiver, il n'y a plus assez d'hommes. Dans l'Est, elle n'est même plus cultivable. Régulièrement, les paysans tombent sur des charniers. Il y a eu aussi des choses assez bizarres pendant la guerre. On sait aussi, par exemple, que les gendarmes font énormément d'enquêtes dans l'Est, là où ont lieu les combats, parce que ce nombre d'Allemands ont été assassinés par des paysans locaux. Donc il y a des enquêtes qui sont faites pour savoir où sont passés ces Allemands, mais où sont passés aussi certains Français, car certains profitent de la guerre pour commettre des crimes. On sera à Landru, bien sûr, mais certains ont profité de la guerre pour commettre des crimes, commettre des vols chez les civils comme chez les militaires. Vous voyez que c'est une société complètement décomposée, qui doit se restructurer. Alors, certains historiens disent souvent qu'on est face à une guerre qu'on appelle la guerre de 30 ans pour les civils, pour les Français, parce qu'elle se continuera dans la Seconde Guerre mondiale. Attention à ces comparaisons. Disons est-ce qu'en 1940, les Français ont cédé facilement à la panique en partant près de 8 millions sur les routes de l'Exode, 8 millions sur les parce qu'ils avaient vécu la guerre de 14-18. Très difficile de dire que c'était ça. Cela dit, la France était imprégnée de pacifisme après la guerre. Les anciens combattants, pour beaucoup, se battaient pour la paix, se battaient pour le pacifisme. On peut comprendre que beaucoup d'hommes politiques qui ont dirigé la France dans les années 20 et les années 30 étaient extrêmement pacifistes, et finalement se soit fait berner par Hitler au moment des accords de Munich en octobre 1938. Bref, vous le voyez, cette histoire est loin d'être finie. Les enfants ont été intoxiqués par la propagande pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Même les bandes dessinées parlaient de la guerre. Je pense à Bécassine, par exemple. Bécassine va en guerre. Bécassine fait la guerre en 14-18. À l'école, les phrases du maître le matin étaient des phrases liées à la guerre, liées à la victoire. On demandait aux enfants de rédiger une page sur la permission du papa qui revient, sur leur idée sur la guerre.
tous les enfants qui avaient des idées pessimistes pouvaient être punis. Donc effectivement, vous ne désintoxiquez pas une société comme ça. C'est une société, quand on étudie, alors malheureusement les éditeurs ne veulent pas publier, j'ai écrit il y a quelque temps une histoire des Français dans l'entre-deux-guerres, mais c'est pas assez vendeur, vous comprenez? On préfère parler de l'avenir français